Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les chiffres du Palais des Congrès de Montréal pour 2025. Et honnêtement, il y a quelque chose qui me chicote. Je les ai regardés et ça n'a pas vraiment de sens. Ah oui, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, les documents qu'on a qui viennent de wikiresidence.ca et infodrone.ca montrent qu'il y a eu un peu moins d'événements en 2025 qu'en 2024. Logiquement, on s'attendrait à une baisse des revenus, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sauf que c'est tout l'inverse. Les retombées économiques ont explosé de 43 millions de dollars pour atteindre un record de 438 millions de dollars. Moins d'événements, beaucoup plus d'argent. Aidez-moi à comprendre là. C'est le paradoxe parfait et c'est euh, c'est justement ça qui rend ce cas si intéressant. La réponse, elle n'est pas dans le nombre d'événements, mais dans le type d'événements. Le palais a en fait complètement changé sa philosophie. Ils ne cherchent plus à remplir à tout prix. Exactement, fini la course au volume. On est passé à une stratégie de valeur ajoutée. L'idée est assez simple au fond. Un grand congrès international avec, disons, 3000 délégués qui restent 4 nuits à l'hôtel, qui dépensent en ville, ça vaut beaucoup plus que 10 petits événements locaux d'une journée. Voilà, on ne mesure plus le succès au nombre de portes qui s'ouvrent, mais à l'impact économique réel par participant. C'est vraiment un virage de la quantité vers la qualité, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas incroyablement risqué de tout miser sur ces gros poissons? Si un ou deux de ces méga-congrès annulent, on se retrouve avec des salles vides et un trou énorme dans le budget. C'est une excellente question, et c'est là que la stratégie devient plus fine. Ce n'est pas un pari à l'aveugle. Il cible des secteurs où Montréal n'est pas juste une ville haute parmi d'autres. D'accord, mais une destination incontournable, une plaque tournante mondiale. Et ça minimise énormément le risque d'annulation, parce que les participants veulent venir ici. Et j'imagine que les sources donnent des exemples. Ah oui, je vois. L'intelligence artificielle, ça c'est logique pour Montréal, bien sûr. On a eu Arlene 2025, avec plus de 4000 décideurs, et puis les International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 3000 délégués. C'est du lourd, justement. Et remarquez le deuxième pilier majeur de 2025, les sciences de la vie. 5 des 12 plus grands congrès de l'année, c'était ce secteur-là. Et là encore, ce n'est pas un hasard. Montréal possède l'un des écosystèmes de recherche médicale les plus denses en Amérique du Nord. Donc, si je suis bien, ce ne sont plus des touristes d'affaires classiques. Ils ne viennent pas juste pour la conférence et les petits fours. Ils viennent pour l'écosystème au complet. C'est ça. C'est comme si le savoir lui-même devenait l'attraction touristique principale. Vous mettez le doigt dessus. C'est exactement ça. C'est l'essor de ce que j'appellerais le tourisme intellectuel. Un chercheur en IA qui vient à Montréal, il ne fait pas que s'asseoir dans une salle. Il en profite pour visiter le Mila, pour rencontrer des collègues des universités. Il prend le pouls de l'industrie. Voilà. Le congrès devient un point d'entrée vers un pôle d'excellence mondiale. La valeur n'est plus seulement dans la salle de conférence, elle est dans toute la ville. Et en même temps, cette stratégie permet de garder une base solide. Je vois les événements grand public, comme le salon de l'auto, le salon du bateau. Ça, j'imagine, c'est pour assurer un flux constant et garder le lien avec la population. Précisément, ces événements-là sont cruciaux. Ils garantissent un taux d'occupation de base, ils animent le centre-ville. C'est un équilibre très intelligent. Les grands congrès pour les retombées économiques massives et le prestige, et les salons populaires pour la vitalité locale et la stabilité. C'est ça la stratégie de la valeur ajoutée. C'est cet amalgame. D'accord, la stratégie économique est limpide, mais il y a une autre partie dans ces documents qui m'a vraiment surprise. On y parle du palais non pas comme une machine à cash, mais comme un acteur social. Avec un toit vert, des partenariats contre l'itinérance, est-ce que c'est juste de l'image ou ça a un impact concret sur le succès dont on parle? C'est une question fondamentale, et la réponse, c'est que c'est devenu un argument de vente majeur. Pensez-y. Les grandes associations internationales, surtout dans les sciences, la santé, elles sont de plus en plus soucieuses de leur propre empreinte sociale, environnementale. Quand elles choisissent un lieu, elles ne regardent plus seulement le nombre de sièges et la qualité du Wi-Fi. Elles veulent un partenaire qui partage leurs valeurs. Voilà. Quand le palais peut dire « Venez chez nous et une partie de votre événement contribuera à nourrir des gens dans le besoin via nos surplus alimentaires redistribués à la Maison du Père » ou bien « Votre congrès se tiendra dans un bâtiment carboneutre qui est un modèle d'agriculture urbaine avec son toit de 35 000 pieds carrés », ça devient un différenciateur puissant. Pour un organisateur qui hésite entre Montréal et une autre grande ville, ça peut vraiment faire pencher la balance. Ce n'est plus ce marketing, c'est un atout stratégique. Ça redéfinit complètement la notion de valeur ajoutée. La valeur n'est plus seulement économique, elle est aussi éthique.
Et ça se reflète même dans la gestion interne. Le dossier mentionne un détail financier qui est, je trouve, très parlant. Pour l'exercice 2024-2025, on anticipait un déficit de 6,2 millions de dollars, ce qui est assez courant pour ce genre d'infrastructure. Oui. Or, ils ont réussi à le réduire à seulement 1,5 million. Ah oui. Et comment? Principalement grâce à une hausse de presque 15% des revenus qu'ils génèrent eux-mêmes. Ça envoie un signal très fort aux partenaires, et non seulement cet endroit a des valeurs, mais il est aussi géré de manière extrêmement rigoureuse, efficace. C'est une organisation saine de A à Z. Et dans le monde de l'événementiel où on planifie des années à l'avance, cette fiabilité, c'est de l'or en barre. Ok. Alors, on a une stratégie interne en béton, cibler des secteurs à haute valeur, intégrer une conscience sociale comme argument de vente et gérer le tout avec rigueur. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais c'est là que le dossier devient vraiment fascinant. Il révèle qu'une part immense de ce succès vient de ce qui se passe au sud de la frontière, aux États-Unis. On dirait presque un scénario de film. C'est le catalyseur inattendu, oui. L'élément externe qui a tout accéléré. Le climat politique et social américain a créé, en quelque sorte, un appel d'air, et Montréal s'est positionné pour en profiter. Les documents parlent d'un effet de vase communicant. Concrètement, ça veut dire quoi? Que les organisateurs fuient les États-Unis? Disons qu'ils cherchent de plus en plus ce que le rapport appelle une zone neutre, et ça s'explique par 3 grandes anxiétés. La première, elle est politique et logistique. Obtenir des visas pour les États-Unis, c'est devenu un vrai casse-tête pour les chercheurs, les délégués de nombreux pays. C'est un risque énorme pour un organisateur. C'est un cauchemar. Organiser un congrès mondial et risquer que 10% de vos conférenciers soient bloqués à la frontière, le Canada, et Montréal en particulier, est perçu comme beaucoup plus ouvert, plus simple d'accès. J'ai vu un chiffre là-dessus dans le rapport, ça m'a frappé. Une chute de près de 20% du nombre de passagers canadiens qui traversent vers les États-Unis en 2025. Si même les voisins directs hésitent à y aller, on imagine pour le reste du monde. C'est un indicateur très fort. La deuxième anxiété, elle est économique. L'imprévisibilité des politiques commerciales, les menaces de tarifs douaniers. Quand vous organisez un salon avec des centaines d'exposants internationaux, cette incertitude est toxique. Bien sûr. Un exposant européen pourrait hésiter à envoyer du matériel coûteux aux États-Unis de peur qu'une nouvelle taxe surprise fasse exploser son budget. Montréal offre une stabilité, un dollar canadien favorable, la planification est beaucoup plus sereine. Et la troisième anxiété? Elle est plus sociale, plus diffuse. La polarisation très forte de la société américaine peut rendre certaines destinations moins confortables pour un public international très diversifié. Montréal, avec sa réputation de ville cosmopolite, sécuritaire, bilingue, elle offre un terrain neutre et accueillant. Où tout le monde se sent à l'aise. Exactement. Et on a des exemples concrets de cet effet d'aimant, des événements qui ont bougé. Absolument. Un cas assez amusant, c'est celui du Comic-Con de Montréal. On pourrait le voir comme un événement local, mais en 2025, il a directement profité des tensions commerciales. Des exposants, même des vedettes qui auraient normalement privilégié le circuit américain. On préférait jouer la carte de la sécurité en venant à Montréal. C'est ça. Ce qui a considérablement augmenté le calibre et l'attrait de l'événement. C'est quand même ironique, non? Un bastion de la culture pop américaine qui se renforce grâce aux pépins économiques des États-Unis. C'est incroyable. Et dans les secteurs plus sérieux, comme la médecine, l'impact est encore plus direct. Le rapport est clair. Plusieurs symposiums en sciences de la vie ont été carrément déplacés des États-Unis vers Montréal. La raison invoquée était la crainte que des chercheurs de certains pays se voient refuser leur visa d'entrée. Ah oui, carrément. Pour un congrès scientifique, dont la mission est le libre-échange des connaissances, c'est un obstacle fondamental. Montréal n'est donc pas seulement devenu une alternative, mais une sorte de refuge pour le dialogue scientifique international. Et quand on regarde le calendrier pour 2026, on comprend que ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est plus une tendance, c'est un véritable mouvement de fond. La liste des associations américaines qui ont choisi Montréal est stupéfiante. C'est la preuve que cette stratégie de positionnement, cette image de zone neutre et de pôle d'excellence, ça fonctionne sur le long terme. Montréal récolte les fruits maintenant. Regardez-moi ces noms. En juillet 2026, l'American Society of Retina Specialists, 2500 délégués. En octobre, l'American Society of Human Genetics, un mastodonte avec 4600 délégués. On a aussi la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions et la IEEE, Power and Energy Society, 3500 experts. Ce ne sont pas des petites associations régionales. Non, bien pas. Ce sont des sociétés savantes américaines de premier plan qui décident de tenir leur événement phare en dehors de leur propre pays. C'est énorme. Et c'est là qu'un titre, qui pouvait paraître un peu honorifique,
prend tout son sens. Le rapport rappelle que Montréal a été nommé première destination pour les événements associatifs internationaux en Amérique du Nord pour la 9e année de suite. Avant, c'était une belle plaque sur un mur. Aujourd'hui, c'est un argument stratégique qui se traduit par des parts de marché concrètes. Des parts de marché prises à des villes comme Boston, Chicago, San Francisco. Qui tenait ce marché pour acquis absolument. Donc c'est bien plus qu'une histoire de tourisme. C'est l'histoire d'une ville qui, par une stratégie interne brillante et une lecture intelligente du contexte mondial, est en train de se tailler une place unique. Absolument. Il y a un impact presque philosophique, vous voyez. En accueillant ces congrès, en devenant ce havre de stabilité, Montréal se transforme en une scène mondiale pour le libre-échange des idées. Et ce, précisément à un moment où certains espaces semblent se refermer. La ville ne vend plus seulement des mètres carrés. Elle vend des valeurs d'ouverture, de sécurité, de dialogue. C'est tout à fait ça. Alors, si on essaye de tout rassembler, le succès spectaculaire et, à première vue, paradoxal, du Palais en 2025, c'est le résultat d'un alignement parfait. D'un côté, une stratégie interne chirurgicale, moins d'événements, mais des événements à plus grande valeur, dans des secteurs où la ville excelle, le tout enrobé d'un engagement social et environnemental qui devient un vrai plus. Et de l'autre côté, un contexte externe, avec un voisin américain devenu imprévisible, qui a transformé les atouts de Montréal, la stabilité, la sécurité, l'ouverture, en avantages compétitifs décisifs. La combinaison des deux a été explosive. On assiste à la consolidation de la marque de Montréal. Plus que juste comme une ville créative et festive. Non, mais comme une capitale mondiale du savoir et de la stabilité. C'est une transformation majeure, en effet. Et pour finir, ça nous laisse avec une réflexion assez vertigineuse. Les sources montrent comment Montréal tire un profit immense de son statut de zone neutre. Cela soulève une question fascinante pour l'avenir. À mesure que les tensions politiques et économiques mondiales fluctuent, ce rôle de havre de stabilité pourrait-il devenir l'atout le plus précieux d'une ville? Peut-être même plus important que ses industries spécifiques comme l'IA ou les sciences de la vie. Et si la stabilité devenait le nouveau pétrole? C'est une pensée à méditer.